et anciens, tellement d'anciens, en tout cas sur le champ politique, alors qu'en face, on a un certain Romuald Wadagne très technique et très concentré sur la question donc, de la gestion technique de la République. On a comme deux profils qui se opposent. Oui, qui se complètent. On a des profils qui se complètent. Okay. C'est le sentiment que j'ai quand je regarde le parcours de Joseph Dogbenou, qui a fait toutes les étapes qui permettent d'avoir une bonne maîtrise du champ politique béninois. Tandis que oui, Romuald Wadagne est resté, on va dire, dans l'ombre de Patrice Talon pour acquérir une parfaite connaissance de la gouvernance. Et si l'exécutif et le législatif doivent collaborer, et c'est forcément aux deux hommes qui dirigent les deux institutions que nous le devons. Et quand je regarde l'un et l'autre de ces hommes, j'ai le sentiment que Patrice Talon n'a pas que préparé Romuald Wadagne pour être son successeur. Il a travaillé à avoir au moins deux hommes qui travaillent dans la complémentarité pour affermir davantage la ligne qu'il a tracée. Nous, on dirait, en tout cas à première vue, que c'est un pur hasard des choses. Joseph Dogbenou était quand même parti pour être le dauphin, en tout cas du point de vue politique, beaucoup l'ont vu venir pour succéder à Patrice Talon. Que cela ne le soit pas a été pour beaucoup, en tout cas, une déception et une désillusion aussi pour d'autres. Mais alors, que de se contenter de ce qu'il a sous la main plutôt que de ce qu'il espérait, ne fera pas certainement de lui un acteur très investi, forcément, dans la vision de Romuald Wadagne. Ah non, au contraire. Ah oui? Au contraire, j'ai l'impression que le rôle qui lui est dévolu est tout aussi important. Parce qu'il aura à gérer une Assemblée nationale qui déjà, dans sa composition et dans son fonctionnement habituel, n'est pas une institution facile à gérer. Et ça se passe dans un contexte où il y aura une trêve annoncée. Et cette trêve, l'Assemblée nationale aura un rôle prépondérant à jouer pour qu'elle puisse véritablement entrer en pratique et être implémentée. Ça se passe dans un contexte où le Sénat va démarrer ses activités et dans le contexte où ce démarrage va s'effectuer, il faut absolument que l'Assemblée nationale soit en mesure de trouver les passerelles qu'il faut pour que ça ne soit pas un faux départ. Et dans tout ça, il faut aussi que ça se passe dans une sorte de continuité dans le chemin que Patrice Talon a tracé. Quand on regarde bien les profils de tous les hommes qui ont travaillé avec Patrice Talon, celui dont le profil se rapproche le plus de cette mission-là, c'est précisément Joseph Dogbenou, même si on peut penser que c'est tout à fait le fait du hasard. Pour moi, ce n'est pas le fait du hasard. Je pense qu'il a travaillé à préparer des hommes et puis après, il les a positionnés en fonction de leur profil parce que Joseph Dogbenou est au cœur, on va dire, de la mise en place des textes même qui fondent les institutions. On ne peut pas dire qu'il soit étranger à la création du Sénat. On ne peut pas dire qu'il soit étranger au fonctionnement des institutions parce qu'il a fait un certain parcours. Et ensuite, il dirige le parti politique le plus important. Donc, il a appris à maîtriser le secteur politique avec les hommes et les choses. Et donc, tout cela mis ensemble lui donne, à mon sens, un profil très spécial pour diriger l'Assemblée nationale en complémentarité avec le gouvernement que dirigerait Romuald Wadagne. On va venir à un Parlement. C'est vrai, on peut se demander s'il va être difficile à gérer ces deux partis politiques, certes, mais deux partis politiques qui soutiennent à la fois un seul candidat qui a été élu, une vision qui est menée depuis 2016 et qui continue justement au-delà donc de 2026. On se dit que les deux partis sont en bonne intelligence. Si les deux partis sont en bonne intelligence et qu'il n'y a pas d'opposition en tant que telle à l'Assemblée nationale, Joseph Dogbenou n'aura pas un grand travail à faire pour gérer ces hommes. Peut-être pas. Mais ça, ce n'est que une sorte de projection que vous faites d'un scénario qui peut ne pas être tout à fait celui que nous aurons à la fin. Est-ce qu'il peut changer cette configuration-là à l'Assemblée nationale aujourd'hui? Nous avons affaire à des hommes. Oui. Et les hommes sont toujours versatiles, parfois, surtout quand ils sont en politique.
Et moi, ce que je voulais faire ressortir, c'est que Joseph Dogbenou connaît bien l'esprit, en fait, des textes qui ont été pris, des réformes qui ont été engagées. Il sait où on va et il est capable, mieux que personne, de savoir orienter l'Assemblée nationale à travers les textes qui seront pris, à travers les relations avec le Sénat et à travers les relations avec le gouvernement, pour qu'ensemble, il y ait une certaine harmonie dans le fonctionnement de l'État. Et ça, j'ai le sentiment qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui puissent être dans son fauteuil et avoir la possibilité... Ablaye Bochandé est resté au cœur aussi de l'appareil étatique. C'est aussi un profil politique et un profil technique aussi. Il aurait pu aussi être une bonne réponse. Oui, mais quand on regarde le profil du président de la République, Romuald Wadagni, celui avec lequel il peut le mieux s'accorder, c'est celui qui, en âge, se rapproche de lui. Donc, je pense que Joseph Dogbenou est l'interlocuteur qu'il comprendrait le mieux, avec qui il échangerait sur beaucoup de choses et qui, à mon sens, a travaillé avec lui déjà depuis longtemps sur un certain nombre de projets. Donc, ils ont une vision commune des choses, ils ont une compréhension commune des choses et, à mon sens, ça devrait faciliter les rapports entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, d'une part, et les rapports entre l'Assemblée nationale et le Sénat, d'autre part. Que de penser, que de concevoir les réformes, c'est une chose. Que de travailler avec les hommes à les implémenter, c'en est une autre. Je ne sais pas si Joseph Dogbenou, tout au long de ce parcours, a pu acquérir l'expérience de la gestion des hommes, parce qu'on a eu l'impression qu'il est passé comme une étoile filante partout où il a pu quand même avoir un poste de responsabilité. Depuis déjà son parti politique Alternative Citoyenne, ça n'a pas fait long feu avant que cela se dissolve dans l'Union progressiste, ce qui deviendra l'Union progressiste le renouveau après. Il a été député à l'Assemblée nationale. C'est pour quelques mois en tant que président de la commission des lois avant de tomber dans le gouvernement de Patrice Talon. Je rappelle que il a été élu en 2015 et déjà en 2016, il était déjà au gouvernement. Ouais. 2016-2017, fin 2017-2018, déjà président de la Cour constitutionnelle. Quand on a été très rapidement comme une étoile filante à la tête des institutions, on n'a pas pris le temps de savoir manager les hommes. On n'a pas pris le temps, peut-être, comme vous dites, de manager les hommes au sein de ces institutions-là. Mais il se trouve que quand vous avez un certain background, c'est très facile de s'adapter à certaines situations. On pourrait même se demander, mais pourquoi lui a-t-on fait faire tout ce parcours avec une telle rapidité et dans un temps... Une telle célérité. Dans un temps assez court. C'est peut-être parce qu'on cherchait à lui faire acquérir l'expérience un peu partout, déjà à l'Assemblée nationale, ensuite au gouvernement, à la Cour constitutionnelle, et ensuite dans la gestion extrêmement difficile d'un parti politique. Et lorsqu'il a été parachuté devant un certain nombre de concurrents à la tête de l'Union progressiste au départ, personne ne vendait cher sa peau. On se disait qu'il allait se casser la figure parce qu'il n'avait pas d'expérience. Mais au final, on s'est rendu compte qu'il a parfaitement maîtrisé la machine et qu'il a conduit l'Union. Est-ce qu'il ne va pas dire un grand merci à Patrice Talon, justement, dans la maîtrise du parti politique? Ah oui, nécessairement. Nécessairement. Mais toujours est-il que l'appareil qu'on lui a confié ne lui a pas échappé. Il a pu avoir une maîtrise de cet appareil-là et des hommes. Et donc, oui, même s'il doit dire merci à Patrice Talon, je pense qu'il a appris aujourd'hui à connaître les hommes et à savoir travailler avec eux. C'était important parce que sans ça, à l'Assemblée nationale, il aurait été peut-être un peu plus dépaysé. Donc, cette expérience-là, à mon sens, peut justifier d'ailleurs tous les propos qu'il a pu tenir lorsque récemment il était installé dans ses fonctions. Il a lui-même énuméré un certain nombre de critères qui font qu'il est à l'aise dans le rôle qui est le sien aujourd'hui, et il a aussi projeté les défis qui attendent le président de l'Assemblée qu'il est, et à travers ces défis-là, on sent qu'il est prêt à accompagner le gouvernement dans le vote des lois les plus appropriées pour continuer d'avancer sur le chemin tracé par Patrice Talon. Et il est important de constater qu'il a insisté sur cette affaire de chemin en disant que ce chemin était important, que nous devons y rester et que nous devons travailler à ne pas en sortir. C'est très important. Donc, la vision, elle est partagée
les idéaux sont partagés, les objectifs sont connus, les destinations sont connues. Donc je pense que en théorie, on devrait avoir une Assemblée nationale qui ne soit pas en duel, comme il a dit lui-même, avec le gouvernement, mais plutôt qui constitue un bon duo. On va revenir sur cette affaire de duel et de duo entre l'exécutif et le législatif tout à l'heure, mais je voudrais quand même qu'on regarde un peu de près. C'est vrai que Joseph Diabonou, aujourd'hui, à l'occasion de son investiture, a tenu un certain nombre de propos. Est-ce que cela ne relève pas du politiquement correct quand on sait, désolé de revenir là-dessus, hein, quand on sait qu'il a aussi lorgné du côté de la Marina, certains observateurs pensent même que c'est même le potentiel principal opposant à la gouvernance de Romuald Ouaddagne. Ça dépend. S'il continue de penser qu'il faut absolument qu'il devienne président de la République du Bénin pour que le pays fonctionne bien. Mais parce que, à mon sens, à un moment, on peut se dire qu'on n'est pas obligé d'être président de la République pour apporter ce qu'on peut pour construire le pays. Et je pense qu'il est dans un rôle aujourd'hui qui est un rôle extrêmement important parce qu'il aura à diriger une institution qui sera chargé à la fois de voter des lois et de contrôler l'action du gouvernement dans une certaine mesure et de travailler aussi à ce qu'il y ait un apaisement dans le pays du point de vue des empoignades politiques et aussi de travailler à ce que l'on reste concentré sur le chemin qui mène le Bénin à bon port. Donc oui, il a des ambitions, c'est sûr, mais il a su depuis toujours taire ses ambitions lorsque c'était nécessaire pour laisser passer l'essentiel, c'est-à-dire le pays. Cette voie aussi, hein, je dois dire, la dernière ligne droite de sa carrière politique certainement, s'il doit faire 7 ans et qu'éventuellement la chose lui souriait qu'il doit remplir, ça fait 14 ans, il sera forclos pour une présidentielle dans un pays comme le Bénin et fait aussi de sa carrière politique. Donc les enjeux politiques sont encore ouverts. Ouais, mais enfin, je ne sais pas très bien où vous voulez en venir avec votre question, mais à mon sens, si Joseph Diabonou doit être le prochain challenger de Romuald Ouaddagne, on devra assister à, on va dire... Des ententes entre les deux institutions, c'est clair. Mais quand on écoute son discours, j'ai le sentiment qu'il a déjà fait l'option d'enterrer cette ambition-là. Oui, parce que... Carrément. Parce que travailler en complémentarité sur un certain nombre d'années ne pourrait plus lui laisser le loisir plus tard de dire bon, je me démarque de tout ce qui a été fait, je suis un homme nouveau, j'ai des ambitions nouvelles, j'ai de nouvelles propositions pour vous, personne ne le croirait. Donc, s'il s'inscrit déjà tout de suite dans une collaboration et qu'il précise que ce ne sera pas un duel, mais plutôt un duo, j'ai le sentiment que pour lui, la présidentielle, bon, ce n'est plus d'actualité et que, à mon sens, il pourrait même aller jusqu'à envisager d'accompagner Romuald Ouaddagne pour un second mandat. Il faudrait aussi que, du côté de l'exécutif, on soit aussi dans cette disposition d'esprit, à savoir la collaboration pour le développement. Parce que ça peut arriver à l'esprit aussi, si Romuald Ouaddagne était omnibulé aussi par, je dois dire, un retour au pouvoir après 7 ans de gouvernance, ça peut être aussi un problème. Oui, mais je pense que tout est calibré aujourd'hui pour que nous soyons plus dans le travail qui nous permet d'avancer plutôt que dans la politique politicienne qui... Est-ce que peut-être rapidement enfin, est-ce que c'est des qualités ou des tâches, je ne sais pas trop, notre grande propension à nous intéresser à la politique et à ne parler que de politique comme ça. Ça ne peut pas se taire complètement, puisque de toute façon l'Assemblée nationale ne gagnerait rien à être une simple caisse de résonance où on vient juste lever le bras pour dire qu'on a voté une loi et qu'on rentre à la maison le soir. Non, je pense qu'il y a des débats qui se feront, je pense qu'il y a beaucoup d'idées qui vont être brassées, mais c'est les actions qui consistaient à bloquer, à paralyser, à mettre un bémol à ce qui se faisait, à dénigrer complètement ce qui se faisait parce qu'on voulait se valoriser soi-même. Je pense que ces choses-là vont quand même regresser un tout petit peu parce que quand on regarde l'adhésion des Béninois lors de la dernière présidentielle à tout cela, ils ont quand même voté en parfaite connaissance de cause et même si certains ont voté machinalement, même si certains ont voté pour le fils du terroir, si certains ont voté pour le collaborateur ou pour l'homme
qui appartient à une certaine communauté, on peut quand même dire que les Béninois dans leur ensemble savent plus que jamais aujourd'hui à quoi s'en tenir quand ils élisent un président comme Romuald Wadagni. Il n'y a pas de Béninois qui vous dira aujourd'hui qu'il ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Ils savent, tous les Béninois, à peu près à quoi s'attendre, parce que Romuald Wadagni a travaillé 10 ans avec Patrice Talon, et nous savons très bien que cette relation s'inscrit dans la continuité de ce qui a été fait jusqu'à présent. Le sachant, les Béninois l'ont quand même plébiscité, et donc, à mon sens, ça laissera quand même le temps au président de travailler et aux citoyens de s'occuper un peu d'autres choses que de politique au quotidien, parce que nous nous rendons compte depuis un certain nombre d'années maintenant que ça nous a fait un peu plus de mal que ça nous a apporté du bien. Et si on doit rêver, enfin, on doit voir ce rêve de Diogbenou se réaliser, à savoir le rêve du duo que du duel, les bons démocrates ou les défenseurs de la démocratie, de l'équilibre, de la séparation des pouvoirs doivent avoir leurs cheveux dressés sur la tête pour dire le Parlement, c'est une institution de contre-pouvoir quand même, que de venir sur la place publique jurer et promettre un duo plutôt qu'un duel devrait inquiéter, non? Eh bien, je pense que s'il avait promis un duel plutôt qu'un duo, ça serait davantage inquiétant. Parce que l'objectif de tous les citoyens, c'est de voir un Bénin qui grandit. C'est de voir un Bénin qui se construit. Et donc, lorsque on va à l'Assemblée nationale et qu'on en prend la présidence, on n'a pas à l'idée d'empêcher le gouvernement d'atteindre ses objectifs. Donc, un accompagnement est ce qu'il y a de plus logique, en fait. Mais ce que nous souhaitons tous, et que nous savons que Joseph Diogbenou fera quand même, c'est que ça se fera avec une certaine lucidité, et que, bon, on ne va pas avoir une assemblée de personnes qui cessent de réfléchir complètement et qui approuvent systématiquement tout ce qui vient du gouvernement. Nous avons un Sénat dont le rôle aussi sera déterminant dans ce premier septennat, pour la simple raison que c'est des hommes d'expérience qui sont membres de ce Sénat, et que même si l'Assemblée nationale s'amuse parfois à voter des textes qui prêtent à confusion ou qui donnent un peu trop de latitude au chef de l'État, ils peuvent y mettre un petit bémol pour que, bon, tout se fasse dans un certain équilibre. On verra en tout cas comment est-ce que ça pourra se faire, cette collaboration en duo, même si on se demande comment est-ce que le contrôle de l'action du gouvernement se fera de façon impartiale, sans que la population, le peuple ait l'impression qu'on a une bonne entente dans son dos, parce que on a eu l'impression, en tout cas pour la 8e mandature de l'Assemblée nationale, puisqu'il y avait que l'Union progressiste, le Renouveau et le BR qui étaient, certains ont eu le sentiment qu'il fallait juste concevoir quelque chose au palais de la Marina et que ça passait rapidement derrière le pont à Porte-Nouveau. Oui, c'est vrai, vous avez raison de le dire, et je pense que, d'ailleurs, on ne peut pas dire véritablement que les 2 dernières mandatures aient brillé par le contrôle de l'action gouvernementale. Et pourtant, c'est un volet important de la mission de l'Assemblée nationale, et je pense qu'il appartient à Joseph Diogbenou. Mais comment ça va se faire dans ce contexte, justement? Mais on a 109 députés qui appartiennent à 2 partis politiques soutenant les mêmes actions du gouvernement et qui ont désigné conjointement le même candidat, qui ont bataillé ensemble, main dans la main, pour la conquête du pouvoir aux côtés de l'homme. Comment ça va se faire, le contrôle de l'action du gouvernement? On le verra tous ensemble. Parce que, comme je me plais à le dire, nous abordons une certaine expérience aujourd'hui qui est inédite. Nous ne connaissions pas ça. Et je pense que c'est tout à fait nouveau et c'est un apprentissage que nous faisons pour voir certainement dans quelle mesure on peut aussi trouver un chemin qui nous permet d'aller véritablement loin, ensemble, plutôt que d'être en train de se tirailler tous les jours et de n'aller nulle part. Donc, oui, c'est une expérience que nous faisons et je pense que la législature actuelle de l'Assemblée nationale jouera une partition extrêmement importante pour montrer que, à la fin, la démocratie béninoise tient encore par un certain nombre d'aspects de sa solidité. Dans ce contexte où il y a le Sénat qui s'annonce, quel pourrait être vraiment le poids et l'importance du travail de l'Assemblée nationale
surtout que le Sénat a quand même une préséance sur l'Assemblée nationale. Comment ça va se faire? Moi, je pense que le Sénat n'est pas un organe qu'on verra tous les jours intervenir sur le débat public. Moi, je suis convaincu que les sénateurs vont rester dans leurs réserves et que nous ne les entendrons véritablement que lorsqu'il y aurait des situations qui exigeraient que des personnes plus expérimentées viennent intervenir pour arranger les choses. Sinon, le Sénat n'a pas tous les jours à montrer une certaine prééminence sur l'Assemblée nationale, sur tout ce qui se fait à l'Assemblée nationale. Oui, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce qui se dessine dans la tête des gens, c'est comme si on a l'impression, en tout cas, d'une direction des examens et concours, la Marina, qui propose une composition d'exercice à l'Assemblée nationale et qui finit par ramasser les copies pour en soumettre cela au correcteur Sénat, qui évalue la compétence de l'Assemblée nationale. C'est comme ça que ça se dessine dans la tête des gens. Vous avez raison de dire que c'est comme ça que ça se dessine. C'est pourquoi j'insiste pour dire que c'est une excellente chose que d'avoir à la tête de l'Assemblée nationale quelqu'un qui est certainement un peu aussi à l'origine de la mise en place de cette institution-là, qui connaît son fonctionnement, qui sait ce qu'on en attend en réalité, pour que le pays soit dans un fonctionnement harmonieux. C'est pour ça que je suis convaincu que les sénateurs n'auront pas tous les jours à intervenir dans tout ce que fait l'Assemblée nationale. Non, il ne s'agit pas de ça du tout. Il ne s'agit pas, à mon sens, d'avoir une institution qui est dans le contrôle permanent de ce que font les autres. Je pense que c'est dans les situations dans lesquelles il y a des problèmes qui paraissent insolubles pour l'Assemblée elle-même et qui crée des troubles sociaux, qui crée des frictions à l'intérieur de notre pays, que les sénateurs peuvent, à des moments donnés, dire, bon, voilà ce que nous proposons par rapport au problème qui est soulevé pour que ça n'aille pas vers une crise. Ou encore que si ça va vers une crise, ils peuvent toujours intervenir pour dire, bon, voilà ce que nous proposons pour une sortie de crise. Par conséquent, lorsque une situation ne nécessite pas véritablement qu'ils interviennent, je pense qu'ils n'interviendront pas. Il ne faut pas donner un avis systématique sur toutes les lois qui sont votées, par exemple. Hein? Il faut leur soumettre les lois, peut-être quand c'est voté. Ils peuvent s'auto-saisir aussi. Ils peuvent s'auto-saisir aussi, mais quand il n'y a pas de problème véritable, je pense qu'ils resteront dans leur coin, ou ils attendront peut-être qu'un ou deux acteurs politiques s'illustrent par des comportements inappropriés pour aussi les interpeller et dire, ah non, vous devez savoir jusqu'où ne pas aller trop loin parce que nous sommes dans une sorte de trêve et que maintenant, les tiraillements, les chamailleries, il faut que ça s'arrête un peu pour que le pays puisse avancer. C'est pour ça que cette première expérience était importante et pour ça, il fallait à la tête de l'Assemblée nationale quelqu'un qui ait une vue holistique sur toutes les institutions qui travaillent ensemble à faire avancer le pays et qui connaissent l'esprit dans lequel chaque institution a été missionnée, qui connaissent l'esprit dans lequel une collaboration s'impose et comment faire en sorte que cette collaboration n'aille pas jusqu'à transformer l'Assemblée nationale en une caisse de résonance. Il faut aussi maintenant examiner quel sera le rapport entre le Sénat et l'exécutif. On a aussi l'impression d'une institution observatrice et gardienne qui veut voir le comportement de chacun et de tous dans la République. Ça peut être aussi dérangeant pour un président de la République qui a envie de ne pas avoir le sentiment qu'on l'épie. Non, mais je pense que le président de la République n'est pas freiné dans son élan. Pas la composition du Sénat, ni son positionnement sur les sujets brûlants. Non, il n'est pas freiné du tout, sauf s'il s'autorise des dérives, sauf s'il s'autorise des excès de pouvoir. À quel moment précis on parle de dérive et qui apprécie justement, je dois dire, l'aspect dérive d'un acte qu'un président veut poser, par exemple? Les sénateurs. Oui. C'est eux qui décident. Qui ont une certaine expérience des choses politiques, des choses administratives, des choses institutionnelles, et qui peuvent dire, oui, au regard de l'esprit de la Constitution, Monsieur le Président, ça, c'est une décision excessive. Il faut revoir ceci, il faut revoir cela. Et ce faisant, il n'empiète pas sur les prérogatives
du président de la République, il empêche juste d'aller dans le décor et de nous conduire tous dans le décor. Oui, parce que parfois, le mal est fait et c'est seulement après qu'on se dit, bon, comment est-ce qu'on corrige? Et ça a fait que nous avons connu beaucoup de recul sous les autres régimes parce qu'il n'y avait personne pour contenir les velléités des chefs d'État lorsqu'ils allaient dans une dérive présidentialiste. Donc aujourd'hui, il y a au sein du Sénat des personnes à qui on ne les compte pas, qui savent exactement comment doit fonctionner un régime présidentiel, qui savent de quoi retourne le pouvoir d'un président de la République dans un régime présidentiel et à quel moment ça devient une dérive qu'il faut arrêter. Est-ce qu'il ne faut pas craindre aussi le déplacement du sens, enfin, de la discussion du pouvoir qui était au cœur de l'Assemblée nationale vers le Sénat et engendrer, je dois dire, une bataille continuelle de contrôle justement du pouvoir. Et là-dessus, ce ne sera plus l'Assemblée nationale comme institution de contre-pouvoir, ce sera le Sénat maintenant comme institution de contre-pouvoir. Non, c'est pas ça. Moi, j'ai l'impression que quand on parle du pouvoir judiciaire, par exemple, oui, il y a les juridictions de première instance. C'est pas parce qu'il y a les juridictions d'appel que les juridictions de première instance n'ont plus tous les pouvoirs et ne tranchent pas, ne font pas régulièrement leur travail, n'exercent pas toutes leurs prérogatives. C'est la même chose. C'est quand c'est déféré, le dossier est déféré en appel seulement que les juges à ce niveau-là s'en saisissent et donnent leur appréciation, n'est-ce pas? Donc je pense que ça va être à peu près la même chose. L'Assemblée nationale va continuer de jouer pleinement son rôle et le Sénat, à mon sens, n'interviendra que véritablement lorsque il y aura des dossiers à déférer à ce niveau-là parce que ça aurait une certaine délicatesse, parce que ça aurait peut-être, on va dire, des dispositions chrysogènes. Donc, il faut être à l'aise, à mon sens, quand on dit Sénat, il ne faut pas s'inquiéter de ce que les personnes qui composent cette institution ont soif de pouvoir et ont besoin d'exprimer à nouveau, je ne sais pas, une préséance particulière. Non, ce sont des gens qui sont théoriquement retraités, qui sont théoriquement il y en a qui sont encore très en réserve, jeunes, qui sont théoriquement en réserve et qui, majoritairement en tout cas, n'ont pas envie de recommencer par jouer les premiers rôles. Mais ils sont dans un rôle un peu comme un rôle de sage qui ont un œil un peu sur ce qui se passe et qui de temps en temps disent ah, là, il faut arrêter un peu, ceci, il ne faut pas exagérer là. Et ça ne se dit pas non plus de façon forcément péremptoire, comme si c'était une juridiction qui sortait une décision martiale. Oui, il faut aussi se demander, quand les sénateurs, ils siègent, qu'ils disent, soit au président, ben écoutez, monsieur le président, veuillez bien revoir votre posture parce que ça pourrait nous conduire à la dérive. Quand ils ont fini de dire ça, en quoi est-ce que c'est contraignant pour le président? En quoi est-ce que c'est contraignant pour l'Assemblée nationale? Je rappelle que c'est quand même deux institutions dont les membres, en tout cas pour l'exécutif, le premier est élu au suffrage universel et que pour la seconde institution, tous les autres membres sont quand même élus. Donc, des gens bien élus, contrairement justement au Sénat où, ma foi, c'est des membres de droit et qui essaient simplement par expérience et par bagage, mettons, lié à leur expérience. Et pas n'importe quel bagage. Et c'est ça qui est important. Quand on a présidé la Cour constitutionnelle, on n'est pas n'importe quel citoyen. Quand on a présidé l'Assemblée nationale, on n'est pas n'importe quel citoyen. Et donc, quand on a été ancien président de la République, on n'est pas n'importe quel citoyen. Donc, nous avons là des personnalités qui connaissent la mesure des choses et qui ne vont pas, à mon sens, décider d'interférer tous les jours dans les affaires de la République pour empêcher le chef de l'État d'atteindre des résultats ou d'atteindre ses objectifs. Ce ne sont pas des opposants au régime qu'on met dans le Sénat, ce sont des accompagnateurs, en fait, du pouvoir, dans la mesure où ils peuvent empêcher des crises, ils peuvent régler même des crises lorsqu'elles surviennent. Donc, ce sont des alliés du pouvoir. Et ce ne sont pas n'importe quels alliés, ce sont des alliés de poids, des personnes d'expérience, des personnes d'un certain âge qui devraient en principe constituer un socle sur lequel le président de la République lui-même se repose.
Mais alors, la question de la trêve, comment ça va se gérer à l'Assemblée nationale? On va voter des lois pour interdire de faire des conférences de presse ou de faire des marches pour réclamer des droits par ici ou des choses par là-bas, ou comment ça va se faire? Honnêtement, je ne peux pas encore vous dire, parce que moi-même, je ne sais pas encore ce que recouvre véritablement la trêve. Et tout ce que je sais, c'est que on va vers une situation de critique modérée et de propositions constructives. C'est ça qui construit le pays. Hein, modéré dans la critique et proposant des chemins par lesquels on peut améliorer ce qui se fait. Nous allons vers cela. Et c'est tant mieux. Bon, maintenant, ça ne va pas empêcher complètement certaines personnes de continuer de critiquer. Moi, ce que je sais, c'est que à partir du moment où on décide d'entrer dans cette trêve, et d'abord, je crois que nous y sommes même pratiquement déjà, si vous avez des choses à dire, il faut le dire de la manière dont vous le dites pour que l'on vous entende. Il ne faut pas le dire de la manière dont vous le dites en humiliant quelqu'un et en salissant l'image de quelqu'un, en salissant l'image du pays, sous prétexte que vous défendez des intérêts ou des avantages quelconques. Ça ne nous fera pas de mal. Mais ça n'empêchera pas non plus qu'il y ait quelque part des gens qui soient en mesure de critiquer. Moi, sur cette émission, Tanguy, il nous arrive souvent de faire des critiques et de faire aussi beaucoup de propositions. Il y a beaucoup de personnes qui me disent parfois, mais monsieur, que vous n'êtes pas assez offensif. Ce qu'on énonce clairement, on a besoin d'être offensif pour l'énoncer. Ce qu'on dit, on a un ton, quand tout le monde peut comprendre, est-ce qu'on a besoin d'insulter le président, de jurer en le politique, président? on a un ton quand on n'est pas d'accord. Et on nous a habitués justement à ce ton pendant 30 ans. Ah ben c'est justement ce que je vous disais tantôt sur cette émission. Ce ton-là n'est pas le nôtre, il n'est pas dans notre culture. Ah ouais. Et il faut, on ne dit pas qu'il faut bannir ce ton, mais il faut quand même apprendre de plus en plus aux citoyens à utiliser le ton qui donne une certaine valeur à ce que vous dites et qui fait que vous êtes audible, on vous entend, qu'on a envie même de vous entendre. Mais quand vous injuriez quelqu'un, même si c'est pertinent ce que vous dites, il n'a aucune envie de vous entendre. Il a envie de vous faire taire. Et c'est ça, le problème que nous avons toujours eu. Si ce que vous dites est pertinent et que la façon dont vous le dites est agressive, vous êtes tout de suite contré et on vous met hors d'état de nuire. Parce que vous n'êtes plus dans une force de proposition, vous êtes Une force de perturbation. une force de perturbation sociale et il faut vous faire taire pour que le pays puisse avoir la paix. Surtout lorsque la mission particulière que vous vous donnez, c'est de critiquer tous les jours et d'injurier tous les jours, de ne jamais trouver rien de positif à dire. Pas injurier, mais critiquer, même sans faire de propositions, devrait être de l'ordre normal des choses dans la C'est pourquoi je vous République. dis, si la façon dont vous le dites est audible, on vous entendra. Mais si c'est dans l'injure, si c'est dans l'invective, si c'est dans la diffamation que vous le dites, à ce moment-là, ça pose un problème. Et je pense que la plupart des hommes politiques de l'opposition ont acquis que pour que l'on soit audible quand on est opposant, il faut dire les choses de la façon la plus violente qui soit. Et même les choses les plus banales, on les dit de la façon la plus violente qui soit. Parce qu'on a l'impression que dans la culture démocratique, c'est comme ça que ça doit se faire. Et pourtant, non. Rien ne dit que dans la démocratie, c'est seulement quand on injurie qu'on est un bon opposant. La preuve, donnez-leur le pays, vous verrez bien que il y a ceux qui disent et ceux qui font. Il y a une grande différence. Dans la République, chacun joue son rôle. De toute façon, il y a ceux qui sont appelés à l'action et qui sont dans l'action. Il y a ceux qui sont, mettons, dans le couloir. Est-ce que nous avons la possibilité d'être dans l'action et que peu ou prou nous voyons les effets positifs de l'action? Quelle raison avons-nous d'empêcher que cette action continue de produire des effets positifs? Quel intérêt avons-nous à paralyser nous-mêmes notre pays? Et quel intérêt avons-nous à servir ceux qui sont contre notre pays et qui souhaitent voir échouer notre pays? En fait, cette question-là se pose
pour la simple raison que nous n'avons plus cette culture du patriotisme qui, de façon très naturelle, crée un discernement en vous et vous empêche tout simplement de faire tout ce qui empêche le pays de bénéficier de... Et c'est là que le procédé semble être un peu biaisé. On a l'impression qu'on saisit le serpent plutôt par le queue que par la, plutôt que par la saisir tête. par la tête. Est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord commencer à songer à comment éduquer les citoyens à faire une bonne critique plutôt que de voter des lois pour les contraindre à faire une bonne critique? De toute façon, les lois ne règlent rien tant que les hommes n'ont pas été éduqués. Vous pouvez prendre n'importe quelle loi, si les hommes ne savent pas se comporter de façon à respecter la loi, vos lois seront tout à fait inutiles. Oui. Donc oui, on a pris des lois, mais concurremment, il y a forcément lieu de travailler à donner une certaine culture démocratique aux Béninois, ne serait-ce que par cette façon d'aborder les questions politiques, cette façon d'engager le débat politique, et que ça ne soit pas forcément source de crise, de mise à mal de l'image du pays et d'humiliation du chef de l'État. C'est pas une bonne chose, ça. Dans ce contexte de trêve politique, on a bien l'impression que les partis politiques iront en congé. Hein? Bon, ça, ce serait tant mieux si les partis politiques vont en congé, si dans leur conception, on ne peut pas faire de l'opposition ou on ne peut pas faire autrement que d'injurier tous les matins. Bon, par contre, je pense que ceux qui ont des propositions sérieuses à faire, des réflexions approfondies à partager et qui ne sont pas véritablement dans l'excès pour se valoriser, ils auront toujours une place importante. Forcément, ils auront toujours une place importante. Parce que c'est dans la critique, en fait, que nous avancerons. Il serait malséant d'envisager, ne serait-ce qu'un seul instant, d'empêcher la critique. Si la critique est empêchée, nous n'allons plus nulle part. Enfin, du moins, nous allons dans le décor. Mais c'est comme ça que parce que la pensée unique, la pensée unique nous conduit dans le décor. Les gens pensent que la trêve, telle que ça s'amène et ça se conçoit et ça se projette, c'est se taire, c'est d'approuver, c'est d'accompagner, c'est d'adhérer, les yeux fermés, les oreilles bien bouchées. Non, j'entendais le professeur Théodore Rollo au cours d'une conférence il y a quelques jours qui disait, mais si vous vous taisez, mais c'est votre problème. Il faut vous exprimer. Mais quand il le dit, c'est parce que, selon lui, s'exprimer, ce n'est pas se mettre à injurier. S'exprimer, ce n'est pas invectiver. S'exprimer, ce n'est pas diffamer. S'exprimer, c'est dire ce qui ne va pas et proposer ce qu'on peut faire de mieux. Les syndicats, dans ce rôle, ont été souvent assez... ils l'ont abandonné depuis. Oui, ils l'ont abandonné depuis. Et la société civile a davantage abandonné et qui était au charbon pour que les citoyens puissent apprendre à avoir une certaine culture démocratique. Il y a longtemps que la société civile a complètement démissionné de ce point de vue-là et se consacre aujourd'hui à des activités plus lucratives, plus génératrices de revenus. Mais je pense qu'il faut que la société civile retourne à ses premiers amours pour aller éduquer les citoyens parce que ça s'est arrêté il y a déjà presque 20 ans maintenant et il faut que ça puisse reprendre pour que les citoyens puissent s'élever davantage. La critique parfois peut, mettons, apporter, je dois dire, l'ostracisation de son auteur. Et on a vu beaucoup de cas qui ne sont pas forcément des injures et qui ont appelé. Il ne s'agit pas forcément d'interpellation, mais dans la République, quand vous commencez pas à avoir quelques amis, que ce soit peut-être les redressements fiscaux par ici ou autre acte de dissuasion, ça vous dilue, je dois dire, votre élan, ça vous freine votre élan de critique et d'éducation de la masse, comme vous demandez. Et c'est d'ailleurs pour ça que et société civile et syndicats ont décidé désormais de regarder faire. Peut-être, mais ils ont tort. Parce que, à ce que je sache, aucune loi ne les a empêchés aujourd'hui de s'exprimer. Et je le dis encore une fois, c'est d'apprendre à s'exprimer de façon positive et utile, de façon constructive. Ça,
C'est quelque chose que nous pouvons faire, que nous devions pouvoir faire. Et nous avons une certaine, on va dire, qualité dans l'expression qui nous permet aujourd'hui, en règle générale, de dire les choses sans être obligé véritablement de noircir un tableau parce qu'on a envie de salir l'image d'un président de la République. Et il faut, autant que possible, distinguer l'image du président de l'action du président, autant que possible. Et s'il y a des faits, s'il y a des actions dans la gouvernance qui sont critiquables, je pense que personne ne peut recevoir des menaces pour les faire ressortir. Mais quand vous en prenez à la personne qui dirige le pays et que vous avez décidé d'humilier cette personne, d'humilier son entourage, d'humilier sa famille, et de traîner son nom dans la boue, ce que vous faites, ce n'est plus de la critique. Vous vous servez de la critique pour régler des problèmes personnels. Et ça, il faut que ça s'arrête. On va finir avec un dernier axe de nos discussions. C'est vrai que le temps nous permettra de déterminer convenablement et avec précision quel sera le rôle de ces trois institutions-là dans leur approche de la gouvernance maintenant apaisée. C'est une situation qui sera intéressante à observer, surtout pour nous les médias. Absolument. Parce que, comme je le dis, c'est inédit et c'est un apprentissage au cours duquel nous avons, les médias ont aussi un rôle extrêmement important. Il faut sortir des querelles intestines, des querelles entre les hommes politiques qui sont relayées au quotidien comme matière principale des médias et aller vers une presse de développement, une presse qui propose des articles de réflexion dans différents domaines, qui fait des propositions, qui critique de façon constructive. Nous avons aussi à participer de façon active à cette trêve-là en revoyant notre façon de faire le journalisme. Parce que, bon, dans l'opinion aujourd'hui, quand on dit que vous êtes un grand journaliste, c'est parce que vous avez le courage tous les matins d'utiliser des mots totalement irrévérencieux, des mots extrêmement durs pour qualifier la gouvernance et pour qualifier la personne du chef de l'État. C'est à ce moment-là qu'au sein de l'opinion, on dit que vous êtes un grand journaliste. C'est une mauvaise appréciation, à mon sens, parce que le grand journaliste, ce n'est pas celui qui injurie le président de la République tous les matins. Ce n'est pas celui qui fait ressortir la gouvernance de façon irrévérencieuse, très discutable, mais c'est celui qui fait une bonne critique, une bonne analyse et qui fait des propositions constructives. Ça, on n'a pas besoin d'injurier qui que ce soit pour le faire. Même si, au sein de l'opinion, ceux qui font ça ne sont malheureusement pas perçus comme de grands journalistes. Je disais donc qu'on allait observer un peu les rapports entre les trois institutions pour voir un peu comment est-ce qu'elles vont pouvoir se côtoyer sans forcément se créer des frictions ni chercher à se phagocyter l'une et l'autre. Et j'espère que c'est bien parti, hein, en tout cas pour une bonne collaboration. Même si déjà pour le Sénat, il y a quelqu'un qui normalement devrait y siéger et qui clairement l'a dit sur la place publique, qu'il n'y songe même pas. Avant de préparer cette émission, je suis allé faire un tour sur la page Facebook de Boni Yahi. La publication est encore là, hein, là où il dit qu'il n'est pas vraiment intéressé par cette affaire de Sénat. Ça s'annonçait à la veille donc de la révision de la Constitution, qu'il n'était pas très intéressé. Je me demande s'il va vraiment y siéger. Quoi qu'il en soit, sans lui ou avec lui, le Sénat devrait exister. Mais ce dont il faut tenir compte déjà ici, et sur lequel je voudrais votre appréciation, c'est justement, il est fort amoureux, hein, de Facebook dernièrement. Il a encore publié un test récemment, au lendemain de la proclamation des résultats de la présidentielle, pour féliciter un certain Romia de Wadaï. Ça devrait faire sourire en coin certain. Mais moi, ça ne me fait pas sourire. Quand on a dirigé le principal parti de l'opposition, les démocrates, et qu'on a déposé le tablier il n'y a pas longtemps, on ne va pas vraiment, dans ces mots-là, saluer un nouvel élu comme ça. Oh, mais quand on se trompe et qu'on se rend compte que c'est trompé, c'est pas une erreur de reconnaître qu'on s'est trompé. Il n'a pas dit qu'il s'est trompé. Hein? Non, il n'a pas à le dire. Les faits le prouvent. Comment ça? Parce que c'est un certain virage que nous observons. Oui. Il pourfendait hier la gouvernance, et il ne voulait rien entendre du Sénat, mais
on peut dire que c'est peut-être la personne de Patrice Talon qui cristallisait tout cet antagonisme. Et que maintenant, Patrice Talon n'est plus président de la République à partir du 24 mai, il se dit qu'il faut donner une nouvelle chance à notre pays d'avancer. Donc, d'avoir tous ses fils unis, et lui, en tant que patriarche, est le premier à se réjouir de ce qu'un plus jeune que lui prenne les rênes de la République, quelqu'un qui, du point de vue technique, est capable, en tout cas, du meilleur. Et donc, quand il le félicite comme ça, ce n'est pas un adversaire qu'il félicite. Il félicite une personne qui, de son point de vue, a tout ce qu'il faut comme formation, comme expérience pour exceller dans la conduite des affaires de l'État. Et c'est pour ça qu'il l'appelle mon fils et se met donc dans une posture de conseiller de ce fils-là afin qu'il puisse régler un certain nombre de problèmes qu'il considère comme étant des problèmes importants, qu'il a d'ailleurs énumérés dans sa lettre, on va y revenir, et qui, de son point de vue, doivent être l'objet d'une étude de la part de ce nouveau président qui, selon lui, a, on va dire, une présomption de bonne foi au départ et qu'il faut que tout le monde accompagne. Est-ce que ce n'est pas un virage à 180 degrés quand on sait que Romuald Wardani a été désigné bien avant même que, est-ce que je me rappelle très bien, en tout cas, a été désigné avant que le Parti des démocrates s'engage dans cette dynamique de désignation de leur duo. Boni Yayi était encore président. Il savait justement à qui il devrait avoir affaire, ou en tout cas son parti devrait avoir affaire dans le cadre de la présidentielle. S'il avait réalisé effectivement alors que Romuald Wardani avait le profil parfait, pourquoi avait-il continué dans ce temps alors à mener le processus? Il était dans une logique de lutte politique, parce qu'il dirigeait un parti qui avait aussi l'ambition de désigner un duo à la présidentielle et aussi d'essayer de conquérir le pouvoir. Il était dans cette logique-là. Et puis, patatras, il s'est rendu compte que le parti qu'il gérait n'était plus tout à fait le parti homogène que lui-même croyait. Il y avait des fissures gigantesques à l'intérieur et ça s'est effondré comme un château de cartes. Et puis, bon, il a décidé de se retirer. Et ce retrait était déjà en soi une façon de dire je me démarque de tout ce que je considérais comme utile à une certaine époque. Aujourd'hui, ce qui compte pour Boni Yayi, sans aucun doute, c'est le Bénin. Et je pense que dans cette posture-là, on ne peut que le féliciter d'avoir pris une bonne décision, celle d'adresser cette lettre au président de la République et de se rendre disponible pour l'accompagner dans l'exercice de cette mission difficile. On dira que la famille Yayi carrément a sauté de pieds joints dans la mouvance, puisque le fils avait déjà battu campagne. D'ailleurs, a déclaré son soutien à la candidature de Romuald Wardani, a battu campagne, a participé activement justement à la campagne. Il ne restait justement que la caution paternelle pour bénir les deux fils. Il faut-il le rappeler, c'est quand même que les deux sont partis du parti presque simultanément. Et d'une façon qui ne laisse présager d'aucun bonheur futur pour ce parti. Bon, mais comme je vous l'ai dit, quand on s'est trompé et qu'on s'est rendu compte à un moment qu'on s'est trompé, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. On peut revenir sur ce qu'on avait décidé au départ et considérer qu'on s'était trompé. C'est pour ça que, pour répondre à votre question, moi je considère que dans sa posture actuelle, Boni Yayi va certainement siéger au Sénat. Ah oui? Ah oui, il n'a aucune raison de continuer tout seul à faire un combat contre... non, pas un combat, il peut rester indifférent, rester dans son Taoro natal. S'il voulait rester indifférent, il n'aurait pas écrit cette lettre. Ah oui? Cette lettre l'engage vis-à-vis du nouveau président comme un conseiller et une figure paternelle qu'il peut consulter pour différentes raisons et être conseillé utilement et valablement pour conduire cette mission très difficile. Donc, Boni Yayi n'est plus, si vous voulez, très clairement, n'est plus dans l'opposition à l'instant où nous parlons. Il est un peu comme un allié du pouvoir
Et il n'y a aucune raison pour qu'il continue de mener des combats qu'il menait au moment où il était chef du parti de l'opposition. Qu'est-ce que ça va apporter, ça lettre, je dois dire, à la façon dont on le perçoit sur la scène politique et surtout sur la suite des événements politiques dans le pays? Déjà, il y a une certaine clarification. La lettre nous permet de dire aujourd'hui que Boni Yayi est dans une posture républicaine. Parce que l'indifférence ne serait pas une posture républicaine. Ah oui? Ah non, déjà, beaucoup de gens ne comprenaient pas qu'ils ne soient pas allés voter. Mais bon, si on lui accorde le bénéfice des raisons qu'il avait évoquées tantôt, à savoir qu'il était santé chancelante, on peut comprendre qu'il ne soit pas allé voter. Mais après, quand on a donné les résultats, quelle raison aurait-il de ne pas s'intéresser à l'élection d'un nouveau président qui n'est plus son challenger habituel, son duelliste habituel, et pourquoi ne le ferait-il pas? Donc oui, moi je pense que cette lettre a permis aujourd'hui d'avoir de façon très claire la position de Boni Yayi sur le chiquet politique. Anissé Carlos Oké, merci. C'est moi qui vous remercie. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Prenez soin de vous.